À un moment, la France doit digérer un divorce avec l'Afrique, mais la France a rien à foutre en Afrique. Nos valeurs occidentales doivent-elles s'appliquer à toute la planète? Le monde entier n'envie pas l'Europe. Pour la plupart des pays, ils nous prennent pour des dégénérés et des tarés en Europe. Que pense-t-on de la France en Afrique aujourd'hui? Imagine, t'as un mec qui débarque chez toi, il installe un canapé, une télé, t'as rien demandé, puis il se barre et dit t'oublieras pas de me payer le canapé, la télé là que j'ai mis chez toi. Non mais c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Et que découvre-t-on des autres civilisations et de la nôtre quand on voit du pays et qu'on voyage? On va imaginer, je sais pas moi, qu'un Malien, ça ressemble à Kirikou et qui se balade en pagne en train de faire du tam-tam. Aujourd'hui, dans cette nouvelle interview pour Le Crayon, je reçois Capitaine Morgan, un explorateur des temps modernes. À moto, il a traversé plus de 140 pays et nous raconte ce qu'il en a appris et comment ça a fait évoluer ses opinions. Allez, c'est parti. La France est le plus beau pays du monde. Quel bâtard. La France, c'est vraiment dans le top. Hein. Les Français se rendent pas compte de ce que c'est la France, à quel point c'est sublime. En France, on a honte d'être patriote. Oui. Toutes les civilisations se valent. Oui. Ça dépend ce qu'on veut dire par se valent. Est-ce qu'elles sont tout aussi fortes? Non. Mais est-ce qu'elles se valent? Oui. Je suis Morgan sur les réseaux, on m'appelle Capitaine Morgan. J'ai traversé plus de 140 pays, à moto principalement. Et à chaque fois dans ces pays, j'essaye de raconter la culture, la vie, les habitants, mes différentes observations dans les endroits où je me trouve. La France-Afrique, c'est fini. C'est sur la fin. Il n'y a aucune trace de l'esclavage aujourd'hui. L'esclavage existe quasiment partout. À part en Occident d'ailleurs, je crois. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Si, il y a un racisme anti-blanc. Enfin, il y a des racismes sur tout le monde, quoi. Le racisme est propre aux Occidentaux. Non. On est plus libre en France que dans la plupart des pays du monde. Oui. Les médias ne racontent pas assez le vrai monde. Faux. Les médias racontent totalement ce qui se passe partout sur Terre, mais personne ne regarde ces émissions-là. L'homme a perdu le lien avec la nature. Ça dépend où. Plus on est développé, moins on a de liens avec la nature. Du coup. On peut comprendre un pays en 3 jours. Absolument pas. L'Afrique a besoin de la France pour continuer son développement. Non. Est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui une présence française en Afrique qui est bienvenue? Les Français sont bien reçus en Afrique. T'arrives, t'es Français en Afrique, les gens sont cool avec toi. Les gens sont vraiment ultra sympas avec toi. Il n'y a pas de ressentiment. Hein. La jeune génération, ça change un petit peu. Parce que justement, la jeune génération qui a connu pour le coup ni la colonisation ni la France-Afrique, t'as l'impression que c'est ceux qui ont le plus la dent dure, quoi, tu vois. Parce que ils sont plus sur les réseaux sociaux et que y a beaucoup d'influences étrangères, qu'elles soient russes, chinoises, tout ça, des influenceurs français d'origine africaine mais français qui vont faire un travail de sap, qui vont dire. Mais globalement, il n'y a pas de haine anti-français. Après. À un moment, la France doit digérer un divorce avec l'Afrique et pour le coup, que ça devienne un partenaire économique, un partenaire privilégié, parce que déjà, c'est vrai que comme on parle la même langue et tout, c'est bien, mais la France a rien à foutre en Afrique. Le fonds d'aide au développement qu'on envoie en Afrique, cette chose, c'est une honte en fait, parce que c'est pas vrai, ça n'aide personne. Le fonds d'aide au développement, c'est quoi? C'est principalement pour garder des pays en laisse, dire t'as vu, avoir un moyen de pression sur eux. Et en général, tu sais que c'est la France qui va choisir dans quoi va être investi l'argent. Alors en général, c'est dans des entreprises françaises. Une partie du fonds d'aide au développement sur les pays africains, il est directement même dépensé en France. On dit non, c'est pour accueillir les réfugiés qui viennent de votre pays. Mais attends, mais c'est pas un fonds d'aide au développement. Ou alors c'est pour rembourser les dettes africaines. On va dire ouais, alors l'aide au développement, on va vous le mettre pour rembourser vos dettes. Mais qui a fait ces dettes? En fait, la France, elle est arrivée, pendant la colonisation, elle a construit des chemins de fer, des ports, tout ça. Puis elle est partie. Oui, mais elle est pas partie les mains dans les poches. Elle est partie en disant, par contre, tout ce qu'on a construit chez vous, faut nous le payer. Imagine, t'as un mec qui débarque chez toi, il installe un canapé, une télé, t'as rien demandé, puis il se barre et dit, t'oublieras pas de me payer le canapé, la télé, là, que j'ai mis chez toi. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc, le fonds d'aide au développement, non, en fait, au moins, tu laisses les gens tranquilles et puis ils se démerdent tout seuls comme des grands. Et c'est ce qu'ils veulent, d'ailleurs. Sur l'éducation, par exemple. L'aide à l'éducation. Alors, il y a un truc, je trouve ça très paternaliste, parce que ça en dit beaucoup, tu vois. Très souvent, quand on aide l'éducation africaine, on fabrique des écoles primaires. Alors, l'Afrique, il y en a tout le tour du cou des écoles primaires. T'as l'impression que tous les 2 mètres, t'as une école primaire. Moi, j'ai dormi dans un nombre d'écoles primaires, parce que tu sais, je m'arrête à l'entrée d'un village avec ma petite moto, je vais voir le chef du village. Bonjour, où est-ce que je peux dormir? Le mec, à chaque fois, il me dit, il y a l'école primaire, là, tu mets ta tente là-dedans, comme ça, s'il drache, au moins, je suis au sec. Mais ça gêne pas pour les enfants. Ils se disent, non, on les mettra ailleurs. Ah, d'accord. Et parce qu'en plus, en général, comme il fait très chaud, les enfants, ils font classe dehors. Dans l'école, c'est un four, quoi, tu vois. Ok. Par contre, on construit jamais une université. Donc, à la fin, t'as 15 000 gamins qui savent lire, écrire, compter, ok. C'est le max auquel ils vont d'instruction, mais il y en a aucun qui peut devenir une élite, une classe dirigeante, une classe sociale haute du pays qui pourra permettre au pays d'avancer et aller ailleurs.
Et donc, tu préfères avoir quoi? Tu préfères avoir 10 bagnoles où t'as le châssis, la carrosserie, mais pas de moteur, ou une seule bagnole dans laquelle t'as un moteur? Voilà. Il y a un moment, c'est aussi des choix. Alors, je suis pas, comment est-ce qu'on dit, complotiste. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de crétiniser l'Afrique et de les empêcher d'avoir accès à ces classes sociales hautes. Je sais pas si c'est du paternalisme à se dire, faut vraiment s'occuper des enfants. Mais en tout cas, à la fin, il y a un problème, quoi, dans le comment c'est foutu, le truc, quoi. Et les hautes sociétés africaines, ouest africaines, quand on va parler de ça, ils viennent faire leurs études où? En France. Du coup, comme ça, quand ils reviennent en Afrique, bon, bah, ils sont déjà un peu français. Avec des accords français, un système alumni universitaire français. Et pourquoi selon toi, la Chine, par exemple, arrive à avoir une présence qui est de plus en plus ample et dense en Afrique sans être reçue de la même manière? Alors, tu disais qu'il n'y avait pas de ressentiment. Ils sont neutres vis-à-vis des Chinois. Ils sont neutres. Les Chinois, ils les ont pas colonisés. Ils les ont pas, voilà, ils arrivent. Ils font business, les Chinois. Tu sais, j'ai envie de dire, les Chinois, c'est un peu comme François Hollande. C'est-à-dire que les gens, ils avaient des ressentiments sur Sarko, alors ils ont tous voté Hollande, et puis après, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a foutu? Bah voilà, les Africains, ils font ça, on n'aime pas les Français. Oh bah tiens, il y a les Russes et les Chinois. Bon bah on va aller les voir, eux au moins ils nous ont rien fait, quoi. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Et ils imposent pas forcément les mêmes conditions sur une forme de régime démocratique qui peut aussi avoir été mal reçu dans certains pays. Mais ça, c'est un énorme problème. Le côté l'humanisme français universaliste, c'est infernal. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'expliquer aux gens comment vivre chez eux. Mais du coup, ça veut dire quoi? On doit laisser potentiellement les femmes être excisées, les homosexuels être lapidés, enfin, tu vois? Bah non, mais si tu me demandes, moi, en tant que personnellement, je suis contre l'excision. Je suis contre la persécution des homosexuels, etc. Mais je suis qui pour décider que dans tel pays, bah il faut qu'ils fassent pareil. Surtout que ça ne marche jamais. T'essayes d'appliquer un système à un pays, ça ne marche jamais. Les talibans, ils ont repris l'Afghanistan, les avions américains étaient encore sur le tarmac. Tu vois, ça n'a pas attendu 5 minutes. Les gens pensent différemment dans chaque pays. Au bout d'un moment, s'ils veulent changer, ils changeront. Mais ce sera leur truc à eux. Et nous, le problème qu'on a avec notre vision du monde de chez nous, c'est qu'on a l'impression, même sur la question du développement, que vivre à l'occidental, c'est un peu un modèle suprême à avoir. Et que si t'as pas pris ce modèle-là, tu te trompes et tu te foires, etc. Tu vois. Et pour autant, t'as plein de pays dans lesquels les gens ils se disent, je veux un mode de vie qui est plus libre, où je peux m'exprimer quand je suis une femme, un homosexuel, que j'ai pas besoin d'avoir peur de cacher une telle différence, par exemple. Et d'ailleurs, il y a de l'immigration aussi, alors qui est en grande partie économique, mais qui a sans doute aussi des tenants et aboutissants social qui va vers l'Europe et des régimes occidentaux plus libéraux. Mais bien sûr, mais à l'inverse, je peux très bien dire aussi qu'il y a une hausse du populisme dans tous les pays démocratiques qui vont être peut-être plus liberticides à l'encontre des gays, à l'encontre des trans, à l'encontre des je sais pas moi, on a Donald Trump, on a Javier Milei, on a Bukele, tu vois, ça commence à faire pas mal de gens, tu vois, genre nos voisins proches, on a Juncker, on a Meloni, donc c'est des cycles. Tu peux pas forcer les pays. Oui, il y a une jeunesse iranienne qui est comme ça. Et ben un jour, cette jeunesse iranienne, elle sera très forte et elle va réussir à renverser le régime et à créer leur truc. T'es relativiste de ce point de vue-là. Je pense que c'est chacun chez soi et les cochons seront bien gardés, quoi. Moi, je pense que exactement. En fait, je suis un voyageur. Et moi, ce que j'aime, c'est quand il y a des cultures différentes et des points de vue différents sur le monde et des envies différentes, des intérêts différents. À un moment, si le monde se ressemble un peu partout, pourquoi je voyagerais? Qu'est-ce que j'aurais à apprendre? Plus rien. Non, mais on est mondialisé. On a aujourd'hui des technologies qui s'échangent, des affaires économiques et du business qui s'échangent, des gens qui voyagent. Oui, bien sûr. Enfin, ça implique forcément qu'il y ait des échanges d'idées, un mélange aussi, un frottement de cultures qui fait que potentiellement il y a des rapprochements et que c'est pas chacun chez soi et parfaitement non mais bien autochtone. sûr. Non mais le monde a toujours été comme ça. Le monde il a vécu d'échanges. Je dis pas l'inverse. Le Japon aujourd'hui ils se font plus harakiri. Non, le Japon aujourd'hui se fait plus harakiri. Bon après je sais pas quel était vraiment les tenants aboutissants du harakiri. Non mais je vois ce que tu veux dire. Non mais je dis pas le contraire. Mais sauf que
j'ai quand même toujours une tristesse quand je vois une culture s'évaporer. Un pays, tu vois, là, mon dernier voyage en Afrique. Donc là, les 2 dernières années, du coup, j'ai retraversé le continent africain pour la 3e fois, la 4e fois, je sais plus. Et bref, voit-il que là, j'ai retraversé 30 pays. Bah, j'ai quand même eu un pincement au cœur quand je voyais certains endroits qui s'occidentalisaient, et je parle même pas en termes de confort, je parle même en termes de lifestyle, de choses comme ça, de voir du plastique, tu vois, de voir du plastique partout, 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 partout. Donc le plastique, c'est s'occidentaliser? Bah oui, bien sûr. Parce qu'avant, dans ces endroits-là, bah, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient pas du jetable. Ouais, mais est-ce que c'est pas juste une matière pratique pour transporter tout en étant légère, pas chère et imperméable? Oui, sauf que c'est une matière pratique qui est héritière d'un développement économique anarchique occidental des années 50. Ça passe si vite que le vent fouette votre visage et que vous n'avez même pas eu le temps de cliquer sur le bouton d'abonnement. Petit message pour vous le rappeler. Merci de votre fidélité et bonne vidéo. On aurait pu se dire que certains pays auraient pu suivre une trajectoire économique différente et paradoxalement plus vertueuse, parce qu'aujourd'hui on essaye d'éliminer le plastique, tu vois ce que je veux dire? Donc on aurait pu se dire, ils auraient pu, mais sauf qu'en fait on les a obligés à aller là-dedans. On leur a dit non, il faut consommer ça. Mais qui a dit? Enfin, quoi, c'est quoi? Ils ont. Non mais l'économie globalisée mondiale, tu vois. Tu sais comment ça a commencé, la colonisation française en Afrique? Genre pourquoi est-ce qu'on allait en Afrique? Charles X à Alger déjà sur l'Algérie. Oui, mais ça c'est les barbaresques. L'Algérie c'est encore un truc très différent. Mais à chaque fois les gens disent c'était pour piller les ressources africaines. C'est pas vraiment ça. La vérité c'était pour vendre des trucs. Le but, c'était d'avoir un énorme empire avec plein de gens partout et qui soit assez de les faire EP économiquement assez pour derrière pouvoir leur vendre toutes nos merdes qu'on produisait en France. C'était vraiment ça. Tu regardes dans la déclaration des traité de Berlin, à chaque fois les mecs, ils parlent pas d'exploitation de richesse. Ils en parlent un peu, bien sûr. C'est sûr que s'il y a des trucs sur le bord à choper, on va pas se priver. Mais il y avait une réelle volonté de dire on va faire du marchandage. Et on va obliger les gens, tu vois, genre quelqu'un qui était partie de l'Empire français ne pouvait acheter plus que français, quoi. Donc du coup, c'est vrai que l'Afrique se retrouve encore aujourd'hui, alors déjà qu'il y a un continent qui ne produit pas, il n'y a pas d'usine, enfin il y a peu d'usines en Afrique, à acheter les choses du monde entier, quoi. Et donc c'est un peu dommage, je peux te dire dans un monde, alors là je suis dans une utopie totale, mais que ça aurait pu suivre une voie économique différente, tu vois, et que chaque coin de la planète aurait pu continuer. Après, j'ai pas l'impression que ce soit parce que tu te crées des routes en goudron, que tu as des voitures et des immeubles en verre, en béton armé, et potentiellement avec du plastique, que tu suis une voie qui est particulièrement occidentale. La preuve, c'est qu'elle est partout sur la planète, et y compris dans des pays. Enfin, alors, il y a peut-être la Corée du Nord qui échappe. Bah, même pas du coup, vu qu'apparemment c'est que du béton. C'est un côté soviétique. C'est peut-être que c'est pratique, quoi. Ouais. Oui, mais après, bon, est-ce que le pratique c'est une finalité? Moi, je suis motard, tu sais, je roule pas en Kangoo, hein, donc le pratique. Est-ce que tu as vu, toi, la France-Afrique, une présence, une influence politique et économique, elle s'est matérialisée dans des rapports que tu as pu voir entre des gens? La France-Afrique, tu ne la vois pas, tu la sais. C'est dans le sens, tu vois, genre, il y a pas un truc, il y a pas un panneau qui dit vive la France dans un pays africain. Mais par contre, quand tu traverses le Congo et que le président, c'est encore Sassou Nguesso, qui est président depuis 37 ans et qui a été mis en place par les réseaux Focard, une fois que tu as dépassé le Congo, que tu arrives au Cameroun et que là, tu as Paul Biya qui a été mis en place à 47 ou 48 ans, je sais plus, par les réseaux Focard. Enfin, tu vois, c'est des présidents qui sont totalement inféodés à la France, tu vois. Que le Gabon, c'était pareil. Enfin, bref. Donc oui, là, tu vois qu'il y a encore des gros... Hein? Le Togo aussi. Le Togo, oui, je me souviens plus qui c'est maintenant, mais de toute façon, le Togo, oui, ça avait pas mal changé. Je dis pas de bêtises. L'ancien président béninois, c'était le cas aussi. Donc, là-dessus, il y a... Mais depuis Sarko, l'influence de la France en Afrique est tombée en berne. À cause du discours de Dakar qui a été si mal reçu ou... Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Oui, à cause tout simplement du fait que, en vrai, la France-Afrique, c'était Focard. C'était le patron, c'était l'empereur blanc de l'Afrique qui a été mis en place par De Gaulle pour gérer l'Afrique. C'est-à-dire que les présidents changeaient, Focard restait. Il a déclenché des guerres sans même demander l'accord des présidents français. C'est-à-dire que la guerre du Biafra, c'est complètement l'initiative de Focard. C'est-à-dire que ce mec défendait la France en Afrique. Quand il est mort, il y avait plus personne qui avait, c'est horrible à dire, mais son talent.
pour gérer ça, pour magouiller, pour instrumentaliser, pour tu vois. Et côté français, bah, on n'avait plus de président qui avait de connaissance de l'Afrique. C'est-à-dire que, Sarko, je sais pas s'il saurait placer tous les pays africains sur une carte. Hollande non plus. Moi, je suis désolé, j'étais embarrassé en tant que Français quand je vois Emmanuel Macron parler à un président africain. Que nous, en tant que Français, il nous parle comme à des teubés tout le temps. À la limite, voilà, on est Français, on est avec lui. Il lave son linge sale en famille. Mais qui parle comme des teubés à des présidents congolais ou africains de façon générale. Tu penses à quelle séquence? Je crois que c'était le président du Congo. Alors j'arriverai pas à être précis parce que je me souviens qu'on m'avait envoyé ça et j'étais genre non mais what, c'est un fake que j'avais regardé. Depuis 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et où vraiment il était d'une espèce de paternalisme dans la façon de parler et tout. Et je me disais, mais attends, mais le mec est conscient que c'est. Je crois que ça va être le Congo parce que dans ma tête, je me suis dit, mais il est conscient que c'est le président d'un pays où il y a peut-être 80 millions ou 100 millions d'habitants à qui il parle là. C'est pas l'épicier du coin, enfin, tu te calmes. T'as traversé plus de 140 pays. C'est quoi le pays qui t'a le plus marqué? Je crois que l'Iran, c'est un des pays qui m'a le plus marqué. Les Iraniens, ils sont à la fois très loin de nous, culturellement, tu vois, c'est quand même la République islamique d'Iran. Tu vois qu'ils ont leurs traditions et tout ça. Et en fait, ils ressemblent énormément aux Français. En fait, c'est très marquant parce que déjà, j'ai jamais vu de peuple aussi gentil que les Iraniens. Genre vraiment, ils sont d'une gentillesse, d'une douceur. Ton défi en Iran, c'est de dépenser de l'argent. C'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Enfin, moi, j'ai galéré. Je crois qu'en 2 mois en Iran, j'ai dû claquer 300 balles, quoi. C'est l'intelligence des Iraniens. Mais vraiment, genre, tu sens que tu parles avec des gens qui sont brillants. La plupart ont un très haut niveau d'études, parce que tant que t'es étudiant en Iran, tu touches des bourses d'État. Et du coup, en fait, tu sais, t'as une blessure au cœur quand t'es là-bas, parce que tu te dis, mais ce peuple, en fait, est prisonnier de son pays. C'est-à-dire que quand t'es avec un Iranien, l'Iranien, il est pas teubé. Il sait ce que ça veut dire iranien dans les autres pays du monde. Et tu vois, il te le dit, limite, il s'excuse, il se dit, mais tu sais que je suis pas un terroriste, tu sais que je suis quelqu'un de bien, tu sais que, genre, les Iraniens connaissaient la politique française. Alors qu'en plus, ils ont pas accès à Internet en Iran. Enfin, ils ont tous des VPN, quoi, les gens. Et je disais, mais attends, mais c'est fou parce que j'ai déjà été avec des gens qui ont une culture radicalement différente de la mienne. Et t'es entre guillemets, aux os, tu vois, dans le sens où, ah, bah, t'as vu, on est grave différents. Et puis, bon, bah, on fait juste le jeu des 7 erreurs. Voilà, genre, qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors que l'Iran, tu regardes vraiment un mec, tu dis, bah, il est comme moi, il vit différemment. Et lui, il a aucune liberté. Pourquoi tu penses qu'ils ont cet asservissement? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en libérer? Alors, c'est assez compliqué. En fait, quand je te dis les Iraniens sont comme ça, attention, je vais pondérer mon propos. Les Iraniens des grandes villes sont comme ça, tu vois. La jeunesse iranienne avec qui j'ai pu traîner et tout est comme ça. L'Iranien de base qui va vivre à la campagne, ou alors qui va vivre à Qom, par exemple, la capitale des chiites, il est très content de comment ça se passe la vie en Iran. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à pas être européano-centré et à se dire, nous, de notre point de vue, on voit sur TikTok, sur machin, sur les réseaux sociaux, des Iraniens qui font le buzz à montrer, je sais pas, à retirer leur voile dans la rue et tout, et se dire que la société iranienne est comme ça. Non, c'est les urbains. Voilà, ça va être une élite blindée de thunes qui a les moyens de se poser ce genre de questions, parce qu'ils sont pas en train de bosser 24/24 pour nourrir leurs gosses, et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux parce que justement ils sont déjà occidentalisés vu qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Après tu vas dans la campagne iranienne, moi j'en ai filmé, je les ai mis sur YouTube, t'as des jeunes qui disent l'Ayatollah Khomeini c'est mon amour, Khamenei c'est mon amour, enfin tu vois. Ayatollah Khomeini. Ayatollah is Khomeini. my love. Yes, Oh yeah, it's your love. Yes. Ils aiment leur mode de vie. Donc ça c'est partout pareil, tu dirais que t'as une déconnexion entre les urbains et le pays plus profond en France, mais pas que. Dans tous les pays, tu as cette distinction? Alors, pas dans tous les pays, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays où l'urbain, en fait, grosso modo, tu vas en ville pour bosser, mais tu as ton village à la campagne. Tu vois? Alors, tu retrouves ça en Inde, tu retrouves ça en Afrique, tu retrouves ça où vraiment, il y a un dégoût de la ville. J'aime pas la ville, mais je fais du cash en ville, et pendant que je fais du cash en ville, je continue de m'acheter mes lopins de terre à la campagne pour retourner à la campagne, quoi. Donc finalement, ces gens gardent une mentalité rurale, on va dire. Après, bien sûr, oui, t'as une dichotomie entre les gens qui habitent en ville, qui sont blindés de thunes parce qu'ils sont dans les beaux quartiers de la ville, et puis le mec qui moissonne à la campagne, qui va être plus traditionnel, partout, quoi.
Mais non, ce qui est intéressant, surtout quand tu voyages et quand tu te balades du coup en Iran, en Inde et tout, c'est tu te rends compte qu'il y a plusieurs mondes. C'est à ça que ça sert en fait les voyages. C'est-à-dire que nous, moi j'ai grandi entre le Maroc et la France quand j'étais petit. Mon monde c'est la France, parce que même le Maroc, tu vois, j'étais dans le milieu qui parlait français, etc. Du coup, on se dit, on a appris l'histoire française, on a appris l'histoire européenne. Donc on se dit, bon, bah le monde entier, c'est l'Europe. Et puis le reste, c'est un peu des PNJ, on dirait aux gens jeux vidéo, tu vois. On dirait, c'est d'autres gens qui nous regardent, qui aimeraient bien être comme nous et tout. D'accord. Qui a fabriqué le palais de Versailles? Enfin, qui a ordonné le palais de Versailles? Louis XIV. Bon, tout le monde le sait. Il y a même DiCaprio qui a joué le rôle quand même. Tu te dis, le mec est solide, quoi, Louis XIV. D'accord. Est-ce que toi, tu sais qui a ordonné la construction de la cité impériale en Chine? Non. D'accord. Il n'y a pas un seul Chinois qui est au courant de qui est Louis XIV. Hein. Par contre, ils savent tous que l'empereur qui a ordonné la construction de la cité impériale, c'est un empereur Ming qui s'appelle, alors même moi je sais plus son nom, Yongzhe ou quelque chose comme ça. Voilà, la cité impériale, personnellement, après c'est les goûts et le couleur, je trouve ça 1000 fois plus impressionnant que notre palais de Versailles. C'est plus grand, c'est plus vieux, c'est incroyable. Et quand tu voyages comme ça, la vision européano-centrée, tu la diminues, tu vois, t'arrêtes de dire, dans ce pays, ils sont comme ça, tu dis, mais en fait, ils s'en foutent de nous, ils ont leur univers à eux, les gens. Mais je pense que les Européens n'ont pas forcément pris la mesure des évolutions qu'il y avait dans d'autres parties du monde, notamment ces 30-40 dernières années, l'émergence de pays asiatiques qui aujourd'hui sont plus développés du point de vue de l'électrification et de la mobilité, du point de vue de la technologie et de l'innovation, du point de vue du dynamisme économique, de l'urbanisme, de la sécurité. Est-ce que c'est aussi une perception que tu partages? Tu as l'impression qu'en France, on ne se rend pas compte d'à quel point le monde en dehors de l'Europe est en fait en train de prendre de l'avance sur l'Europe? En fait, en France, on ne se rend pas compte que l'avance de l'Europe, c'est un truc qui a duré 200 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est très court. La Chine a toujours été... c'est la révolution industrielle et jusqu'à... Voilà, on a profité de la révolution industrielle, on a profité de la colonisation, on a été tentaculaire, on a été balèze pendant un moment, mais enfin, la Chine a toujours été la première puissance mondiale. C'est plus une parenthèse dans leur point de vue que la période où en fait ils se sont refermés sur eux-mêmes comme une huître et en fait c'est exactement ils tentent de l'effacer et de revenir à la puissance qu'ils étaient avant. Là, ils redeviennent, en fait, ils reprennent leur place. Et l'Europe, enfin, il y a un moment, la France... je crois on est combien, 65 millions d'habitants de ce truc par là, à une vache près. Ça fait quoi? Ça fait Beijing, Guangzhou et Shanghai. Ça doit faire 65 millions à vérifier, tu vois. Mais enfin, t'imagines comment on est petit, quoi. C'est pour ça quand je te parle de la vision européano-centrée, c'est qu'on a vraiment l'impression que, parce qu'on regarde du cinéma européen, du truc, Brad Pitt, il peut se balader en Chine. Hein. Il y a personne qui va prendre des selfies avec lui. Si, ils prendront des selfies avec lui parce qu'il est blond. Voilà. Bon, ils prendront des selfies avec toi. T'as les cheveux clairs, t'as les yeux bleus, ouais, c'est bon, ça. Et c'est quoi le regard que ces pays-là portent sur la France et l'Europe, en Chine ou en Inde Eh ben exactement le même qu'on porte sur eux, c'est-à-dire que quand on pense à un Japonais, on imagine quelqu'un en kimono, de très spirituel, qui va être parfaitement propre et tout. Ben un Japonais va penser qu'un Français c'est quelqu'un de très romantique, qui a toujours une baguette sous le bras et tout. Et ils ont une vision cliché de la France, comme on aura une vision cliché. On va imaginer, je sais pas moi, qu'un Malien, ça ressemble à Kirikou et qu'il se balade en pagne en train de faire du tam-tam ou des trucs comme ça, quoi. Et ça ressemble à quoi le Mali? Bon, en vrai, c'est vrai que quand tu vas à la campagne, ça ressemble beaucoup à Kirikou avec des gens en pagne qui font du tam-tam. Mais toujours est-il que aussi, quand tu vas à Tombouctou, dans certains quartiers, tu vas voir des mecs dans des belles bagnoles. Si tu vas, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, tu vas voir des berlines. Si tu vas à Abidjan, alors là, tu vas voir des gratte-ciel. Enfin, ça a évolué, quoi. Donc, tu trouves que la France, c'est plus un pays qui fait rêver à l'international? Si, il y a un soft power français. On est quand même, en France, l'héritage de 2000 ans d'histoire, de vestiges, d'un soft power gigantesque, d'un cinéma, de plein de choses. Donc, ça fait rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui font rêver, tu vois? Est-ce que les JO, par exemple, les Paris 2024, enfin, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça a eu un impact à l'international sur l'image de la France? Ou est-ce qu'on est encore à vivre sur les lauriers des années 50, justement du béret,
Alors ça, je suis totalement incapable de te le dire, tout simplement parce que je suis rentré en France après les JO, genre pas longtemps après, et que je suis pas beaucoup reparti depuis, quoi. Donc là-dessus, je peux pas penser. Non, mais par contre, oui, ce qui fait rêver la France, c'est pas la France d'aujourd'hui. Voilà. Alors je sais pas, c'est pour les JO, mais ce qui fait rêver la France, c'est pas la France d'aujourd'hui, c'est plus une image fantasmée de la France. La plupart des pays, quand ils te parlent de la France, j'ai envie de dire, vous êtes gentils, mais ça s'appelait les 30 Glorieuses. C'est fini en fait. Et à l'inverse, nous, on a quoi comme images qui sont clichés, typiquement sur des pays africains ou des pays en développement d'Asie dans lesquels tu as pu aller? Déjà, l'Asie, faut savoir de quelle Asie on parle. Si on parle d'Asie centrale, bon, pour le coup, c'est assez cohérent avec ce qu'on a en tête. Hein. On est vraiment sur des cailloux. C'est voilà, l'Asie centrale, c'est des cailloux. Alors, c'est vrai, si t'adores les cailloux, tu vas kiffer. Par contre, J'ai mis un pied au Kyrgyzstan. Ah bah voilà, à Kyrgyzstan, il y a plein de cailloux de toutes les couleurs, c'est magnifique. Ouais. Et des chevaux. Et des aigles. Et des aigles. Il y a des dresseurs, il y a des chapeaux rigolos. Mais l'Asie du Sud-Est, enfin, je trouverais ça aberrant de encore voir ça comme une zone en développement. Enfin, tu vas à Bangkok, je pense pas que Bangkok ce soit une zone en développement. C'est juste que comme c'est des pays qui sont beaucoup plus libéraux, t'as plus de laisser pour compte. Donc c'est vrai que tu vas peut-être voir une pauvreté en bas des grandes tours de riches qui est peut-être plus flagrante qu'en France. Mais y a plein de Français, il y a plein de Blancs, ils vont à Bangkok et puis en 2 semaines, même pas, ils ont leur carte de sécurité sociale locale, ils peuvent ouvrir une entreprise comme ça. Et même en Afrique. L'Afrique, va dans les grandes villes côtières. Puis va te louer un appartement, tu vas voir les prix. On est sur des prix proches des prix parisiens ou au moins des grandes villes françaises. Dakar, Abidjan, Luanda en Angola, à un moment, ça a été une des villes les plus chères au monde. Et c'est des grandes tours. Le Rwanda. Bon, alors attention, hein, je ne loue pas Paul Kagame, qui est un monstre sanguinaire à mes yeux, mais c'est un gars qui a une vision pour son pays et qui a voulu moderniser le Rwanda. Et en fait, ils avaient une vision Rwanda 2025, je crois. Et en vrai, ça marche. Le Rwanda, ils pour faire le Singapour de l'Afrique. Ils sont en train. Au Rwanda, tu arrives au Rwanda, tu peux... Enfin, ça paraît bête, mais tu pouvais payer ton électricité avec ton téléphone alors que ça n'existait pas encore en France. Au Rwanda, tu peux monter une entreprise, faire tous les trucs, le cabis, tout ça. Je crois que ça prend 40 minutes par téléphone. Et je te dis ça depuis... ça fait très très longtemps que c'est déjà comme ça. Au Rwanda, les routes c'est des billards. Elles sont nickel. Il y a des radars automatiques partout. C'est un pays fonctionnel. Qu'est-ce qui fait que tu as des pays dans lesquels c'est le cas et des pays dans lesquels c'est pas encore le cas, cet état de développement, des pays qui peuvent être voisins du Rwanda? Alors, d'ailleurs, pays qui peuvent être voisins du Rwanda, tu sais, t'as le pays le plus pauvre du monde, c'est le voisin du Rwanda, c'est le Burundi. Et les 2 pays sont le même. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, avant, c'était le même pays. Fut un temps, jadis. C'est multifactoriel. On peut pas répondre à ça. Ça passe forcément par le haut, ça passe forcément par les élites. En Afrique, il y a un énorme problème, c'est que quand tu parles avec un Africain, il te dit « mon pays est riche parce que… » Et là, il te sort toutes les matières premières qu'il y a dans son pays. Et là, à chaque fois, moi, je leur réponds « D'accord, du coup, la Suisse, c'est pauvre. Ils ont quoi, de la neige ? De l'herbe ? Alors, et même pas de l'herbe où tu peux gagner un peu d'argent si tu la vends bien. Genre vraiment de l'herbe pour les vaches, quoi. » Non, moi, je leur dis « Non, mais c'est pas comme ça, en fait, qu'on gagne de l'argent. Le brut, ça sert à rien. C'est les industries, c'est tout ça. » Sauf que ça, il faut une volonté politique d'en haut pour développer ça. Et cette volonté politique africaine, très souvent, se fait court-circuiter par des forces qui vont être étrangères, qui ont aucun intérêt à ce que le continent se développe. Sauf que après, c'est est-ce que tu te laisses faire, est-ce que tu te laisses pas faire. Ça, c'est un problème qui devient africain à ce moment-là. En France, on a un regard sur l'islam qui est beaucoup marqué par la peur. Tu as voyagé dans plein de pays en Afrique, en Asie, qui ont l'islam pour religion principale, religion d'État. Est-ce que tu as le sentiment que la perception qu'on a en France de cette religion, elle est justifiée? Une perception qui n'est pas partagée par tout le monde et qui est pas mal accentuée aussi par les médias. Alors, c'est moi le truc du panamalgame, c'est bon, bien sûr que tout le monde pense pas à un truc, mais si on fait un grand ensemble, on va dire voilà, islam a pas le vent en poupe en France en ce moment. Moi, je suis pas politologue, tu vois. C'est juste l'avis de Captain Morgan, mais on peut le faire au PMU, tu vois. Je suis pas sociologue. Je crois que c'était Hassan II, je suis pas sûr, qui avait dit les musulmans sont au sud, les islamistes sont au nord. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam dans un pays musulman n'a rien à voir avec ce que certains musulmans vont faire en France. Moi, je suis musulman. Je suis même allé à la Mecque.
pour le coup, alors j'ai pas fait le Hajj, j'ai fait l'Umrah, mais voilà, je suis musulman, j'ai une famille musulmane. Là, ma sœur d'ailleurs va faire le Hajj cette année. Jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit de commencer à prier dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller à la mosquée, t'es obligé de te laver dans tous les sens, et là, tu vas commencer à foutre ton tapis de prière dans un endroit où il y a les chiens qui pissent. Genre, non, c'est pas de l'islam, c'est de la politique. Donc, les gens qui font ça en France, en fait, ils font de la politique. Ils essayent d'imposer quelque chose. C'est pas des musulmans. Et s'ils sont pas contents en France, les gens, quand ils sont musulmans, ils ont pas à être agressifs. Ils ont à faire la hijja et rentrer dans un pays musulman. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le problème qu'ont certains Français vis-à-vis de l'islam, c'est pas vis-à-vis de l'islam. L'islam, la religion musulmane, normalement, c'est une religion qui est tranquille et qui est pacifique. Tu vas en vacances au Maroc, personne t'emmerde parce que t'es chrétien. Les problèmes que les Français ont, c'est avec d'autres gens qui sont français ou d'origine, tu vois, première génération, deuxième génération ou autre, qui veulent imposer un système, tu vois. Ces mecs-là, pour moi, c'est pas des musulmans, hein. Ouais, ces mecs-là, c'est, je sais pas, des espèces de colons inversés, je sais pas comment on pourrait le dire. Mais ce qu'ils font, c'est pas l'islam. Et ça fait du mal à l'islam, justement. On pourrait très bien coexister. Après, il y a peut-être pas qu'une volonté. Typiquement sur les prières de rue, elles peuvent être orchestrées, mais tu as aussi des fidèles qui la pratiquent. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que c'est presque un mouvement politique partagé par plus de monde que des organisateurs. Mais en fait, c'est simple, c'est que à un moment, quand tu vas dans un pays, tu respectes le pays où tu vas. Tu respectes ses lois, tu respectes ses coutumes. Et même toi, en tant que musulman, tu te respectes. Tu veux prier, tu pries chez toi. Et de la même manière, je suis désolé, mais moi, au Maroc, si je commence à voir des chrétiens pentecôtistes qui commencent à défiler dans les rues de Casablanca avec de l'encens, ça me saoulerait parce que je dis, mais attends, on est au Maroc, c'est pas la DA du pays, quoi. De toute façon, ils se feraient arrêter. Je leur dirais, non, vous avez pas le droit de faire ça. À moins d'avoir une autorisation du caïd ou alors du roi. Donc pour toi, la DA du pays en France, c'est pas l'islam. Non, que je sache. Enfin, tu prends toutes les fêtes nationales, c'est que des fêtes chrétiennes. Il y a des cathédrales et des églises à tous les coins de rue. Enfin, les papes ont vécu en France. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Ça veut pas pour autant dire que les musulmans ne doivent pas être accueillis et bien accueillis, comme on accueille n'importe qui, parce que ça reste une terre d'accueil, la France. Mais faut arrêter d'être hypocrite. C'est un pays chrétien, la France. Et la petite sœur de l'Église. On dit pas ça de Tombouctou. On dit pas Tombouctou, petite sœur de l'Église, petite sœur de Rome, que je sache. Non, à Tombouctou, il y a une belle mosquée en sable qui est magnifique et qui vaut le coup d'être vue. Et c'est ça qui fait la beauté du monde, c'est le fait que chaque endroit ait ses sphères et ses influences et sa culture. Et puis on apprend à découvrir la culture en voyageant. Mais alors pourquoi, pour toi, il y a une perception de l'islam en France, de la population musulmane, qui est dégradée par rapport aux pratiquants d'autres religions? Déjà, est-ce que tu connais beaucoup de Sikhs en France? Non. Voilà. Ils sont plutôt dans les pays anglophones. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis pourquoi est-ce qu'en France? Parce que tout simplement, en France, il y a des musulmans et il n'y a pas des gens d'autres religions. Et il y en a pas de façon significative. Il y a des communautés asiatiques qui ont peut-être d'autres croyances. Oui, mais il n'y a pas 6 millions d'Asiatiques. Je crois que c'était 6 millions, j'avais vu ce chiffre passer. Enfin bref, en tout cas... Je pense qu'on n'a pas de statistiques exactes. Oui, il n'y a pas de statistiques, mais voilà, dans les grands nombres, quoi. Non, c'est juste que les gens sont confrontés à ça et que effectivement, je pense qu'il y a une instrumentalisation de l'islam en France dans le but de de lier immigration et islam, comme s'il y avait un lien forcément, enfin tout ça. Bref, grosso modo, je pense juste que les gens ont pas de problème avec l'islam, ils ont un problème avec certaines pratiques de l'islam en France. Parce que les Français, je crois que le premier pays où ils vont en vacances hors Europe, je crois que c'est le Maroc. Probable. Donc ils ont pas vraiment de problème avec l'islam, quoi. Tu vois. Après, tout le monde part pas en vacances, hein, et surtout pas au Maroc non plus. Je veux dire, oui, 30 ou 40% des Français qui partent pas en vacances. Non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens, je pense pas qu'il y ait un dégoût de l'islam vis-à-vis des Français. Mais ce qui emmerde certains Français, c'est quand t'as des gens qui veulent leur imposer des choses, alors que ces gens ne sont même pas du pays. Bah tiens, tu sais quoi, je vais te donner un exemple très concret. Ma famille. On est arrivé en France. Ma mère, qui contrairement à moi, est extrêmement typée. Ma sœur, qui est extrêmement typée. Parce que t'es marocain et français, de ta mère marocaine et ton père français, c'est ça? Exactement. Et voilà. Et donc on vivait au Maroc. On est arrivé vers la fin de l'adolescence en France. Ma mère, Najiba Berada Ben Ramdan Nagrissi. Donc là, tu peux pas te tromper. C'est pas Mireille Cosette, quoi.
Je pense qu'aujourd'hui, Marianne est moins française que ma mère. Elle est venue, elle a dit, je suis en France, sinon je reste au Maroc, du coup je me francise. Avant ça, elle a vécu aux États-Unis, c'était une Américaine. Et elle a vécu en Italie, c'était une Sarde. Voilà, c'est ce qu'on te demande. Moi, quand je vais dans un pays, je m'adapte à la culture du pays. J'essaye pas d'imposer ma culture. Et du coup, je pense qu'il y a un rejet de la part de certains Français vis-à-vis du fait que dans certains quartiers, dans certains influenceurs, dans tout ça, il y a une islamisation et que les gens, ils ont peur, ils se disent, attends, pourquoi est-ce qu'on me repousse en arrière, quoi? Mais c'est aussi beaucoup une histoire de la manière dont c'est présenté, parce que le fait que t'aies des Français de confession musulmane, parce que c'est la culture familiale, et qui pourtant sont pas là à imposer à Pascal Praud ou à d'autres présentateurs télé qui vont potentiellement accentuer la perception qu'on peut avoir, la perception négative qu'on peut avoir de l'islam. Ça vient de... C'est aussi un discours politique et médiatique. En fait, c'est que c'est instrumentalisé dans les deux sens. C'est que t'as l'extrême gauche qui va au contraire pousser les cités et on va dire tous les gens qui sont, j'en sais rien moi, pro-Palestine, pro-truc, machin, anti-France dans tous les sens. Et puis t'as l'extrême droite qui va dire non, regardez, ça c'est une menace pour la République et pour tout. Il y a une polarisation en France, qui est devenue débile et ridicule. Sur le point de vue politique. Et tu trouves que cette polarisation, elle est typiquement française ou européenne et qu'elle est pas présente dans d'autres pays, ou est-ce que tu sens qu'il y a des tensions, tu vois, entre des générations et des rapports religieux ou ethniques dans d'autres pays que tu as visités? Enfin, évidemment, c'est le cas, tu vois. En Pakistan, on a parlé de Rwanda, Congo, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais non, la polarisation politique, c'est, à ce point, pour moi, c'est un truc qui est vraiment 100% occidental. Vraiment. Les 3/4 des pays sur Terre déjà ont pas les moyens de se poser ces questions-là. Déjà même le clivage gauche-droite, ça existe quasiment nulle part, hein, ce truc-là. Très souvent, on a quand même plein de pays où tu votes pour le mec qui est là. Donc, ça réduit le champ des possibles, si tu veux. Donc voilà. Et il y a plein de pays. Enfin, tu vois, genre même le concept de la gauche tel que nous on la voit en Occident. Les 3/4 des pays n'ont pas les moyens d'être à gauche. La plupart des pays, eux, ils en sont juste à l'étape avoir du cash aujourd'hui pour bouffer. Donc, faire de l'argent. C'est juste ça. C'est pas encore, ils en sont pas encore au stade de dire bon, alors attends, comment je vais m'occuper des réfugiés? Comment est-ce que je vais m'occuper d'avoir un système social? Comment je vais m'occuper de... Non, ils en sont pas là, la plupart des pays. Ils sont juste dans un niveau de je veux faire du cash. Et je veux avoir une armée pour protéger mes frontières parce que si je fais du cash, j'ai peur qu'on vienne me le prendre. Donc, il y a pas encore toutes ces notions qu'on a nous, tu vois. Nous, on a un peu des notions de bourgeois finalement, tu vois, de se poser, d'aller à ce point dans le détail, quoi. Est-ce que, selon toi, en France, on a perdu la notion du sacré? Tu observes que dans d'autres pays, ça garde une place prépondérante? Alors oui, je pense que de toute façon, quand tu arrives dans un pays riche, pas que la France, hein, tous les pays riches, la place du sacré de Dieu devient un peu subsidiaire. D'ailleurs, ça l'a toujours été même dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, il y avait plus de pognon, et les gens disaient tiens, c'est marrant, les mœurs descendent, quoi, tu vois. Ah, au Moyen-Âge, là, on commence à avoir faim, il y a la peste qui tombe, alors là, les églises sont pleines, quoi. Tu vois, ça monte et ça descend. Donc, c'est vrai que, voilà, quand il y a plus personne, quand tout va bien, il y a plus personne à prier, quoi. Dieu, c'est un peu le copain que t'appelles que quand t'as des emmerdes, tu vois. Donc oui, mais après, je pense aussi qu'il faut pas non plus penser que les pays africains, asiatiques et tout sont remplis de gens ultra spirituels, pétris de religion. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends un Indien, alors ok, il va faire la Kumbh Mela, donc un grand pèlerinage religieux, il va prier Vishnu, Krishna, Rajesh et tout ça là. C'est 25 000 dieux. D'accord, tu lui donnes un iPhone, il prend un iPhone. Il est quand même ultra matérialiste. C'est certainement même, je pense, le peuple le plus matérialiste que j'ai rencontré, les Indiens. Ouais. J'étais choqué à chaque fois. Je disais, mais attendez. Alors que nous, on le fantasme, c'est le yoga, c'est trop mignon et tout, tu vois. Alors les gens, ils partent faire des retraites. C'est oui, ta retraite, elle t'a coûté quand même 3000 balles pour manger du riz, là. T'as fait un vipassana, t'as pas parlé pendant 10 jours. Ouais, c'est un peu le rêve du point de vue business. Tu mets des gens dans une pièce. Tu les fous là, tu sais, ouais, vous dormez par terre. Tiens, regarde, ça, c'est 2 lentilles. C'est pour la semaine, 3000 balles. Non, bah, bien sûr, il y a un business à prendre. Les Africains, enfin, la plupart des pays africains, oui, bien sûr, ils sont religieux, ils sont chrétiens, ils sont,
Mais bon, après, attention, quand il faut faire du pognon, il faut faire du pognon, quoi. Ça reste quand même le truc suprême un peu partout sur Terre. Moi, je connais pas beaucoup de pays où je l'ai vu le sacré prendre le pas sur l'argent, quoi. Qu'est-ce que tu as retiré de plus précieux du voyage? Je pense que ça doit être une forme d'empathie. J'essaye toujours de comprendre pourquoi est-ce que telle autre personne qui a vraiment tu sais, genre un comportement où tu dis, tu vois, une façon de faire qui me semble mais délirante. Et donc quand je dis une personne, je parle d'une culture, d'un pays entier. Pourquoi est-ce qu'ils font comme ça? Bah ça, c'est grâce au voyage. Chacun vit différemment et surtout que le monde entier n'envie pas l'Europe. Tu vois, les gens vont parfois envier l'économie européenne, mais pas l'Europe. Pour la plupart des pays, ils nous prennent pour des dégénérés et des tarés en Europe, tu vois. Ils disent, bah oui, ils disent, mais c'est des dégénérés. Sur quoi? Sur les mœurs, par exemple, tu vois. Bah, va voir un Ougandais, c'est à peine de mort pour les homosexuels en Ouganda, et dis-leur, vous savez que chez nous, on a la Gay Pride. Ah bah, l'Ougandais, il va te regarder et il va dire, mais vous êtes des fous. Là, il nous envie pas. Alors, je dis pas que c'est bien, hein. Attention comment il pense, l'Ougandais. Je dis juste son point de vue. C'est en fait ce concept de monde, genre de dire bah voilà, il y a des mondes, il y a le monde européen et en fait tu te rends compte que le monde européen est tout petit et là après tu commences à comprendre les trucs. Tu vois par exemple la position de la France vis-à-vis de l'Afrique. Tu vois c'est toujours un truc qui fait débat. La France-Afrique, les Français sont méchants parce que les Français ils ont envahi l'Afrique et puis qu'ils exploitent l'Afrique. Ils sont pas méchants les Français. C'est pas méchant d'avoir fait ça. Ils en ont eu l'opportunité et le pouvoir. La Russie, elle est pas méchante. La Russie, elle a l'opportunité et le pouvoir. Elle défend ses intérêts. Un pays, ça défend ses intérêts. Enfin, parfois, un pays, il excède aussi des normes internationales telles que celles du droit. Non, mais le droit international, faut arrêter un moment. Il faudrait qu'on dise le droit international, on reconnaît tous que tout le monde s'en fout. Parce que, genre, dès qu'un pays en a l'opportunité, il le défonce, le droit international. Non, c'est pas vrai. T'as plein de pays. La France, elle a une super armée. Elle est pas en train d'aller conquérir son pays voisin et t'as pas. Oui, mais parce qu'elle n'a pas d'intérêt à ça. Non, mais ce que je veux dire par la France défend ses intérêts, c'est que dans le sens, c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, pour moi, il y a que l'Afrique qui peut sauver l'Afrique. C'est que pourquoi est-ce que la France a exploité, a pillé? Pourquoi il y a eu les réseaux Focard? Pourquoi est-ce qu'on a dézingué des présidents africains? C'est parce qu'on en a eu l'opportunité et que ça a été rentable pour la France. Alors, si demain tu vois, par exemple, il y a des africanocentristes, des panafricanistes qui disent sans l'Afrique, la France, c'est 20% d'inflation, 30%. Ils sortent des chiffres comme ça dans tous les sens. Je sais pas comment ils les quantifient, mais mettons que ce soit vrai. D'accord. Tu crois que demain, en France, que ce soit Bardella ou Mélenchon, il y en a l'un des deux qui va dire bon, les gars, on va arrêter de piller l'Afrique, on va se prendre 20% d'inflation dans la gueule, mais au moins, on sera des gentils. Non. Parce qu'ils sont élus par des Français. Donc, ils doivent défendre les intérêts des Français. Alors, ils feront peut-être plus discrètement et tout, mais ils défendront toujours leurs intérêts. Un pays, ça défend ses intérêts. Donc, c'est à l'autre pays d'empêcher de se faire niquer. Nous, les Chinois essayent de nous niquer. Les Américains essayent de nous niquer. Enfin, ils essaient de faire, pas avec des armées, mais avec des contrats, avec des lobbying, avec des... En fait, c'est au bout d'un moment, un président, c'est à lui d'être intègre, c'est à lui d'arriver à se dépatouiller. C'est à ses conseillers d'être aussi assez intègre pour... que si on leur file une mallette de billets, tu t'appelles Compaoré, on te donne une mallette de billets, bah tu vas pas tuer Thomas Sankara. Tu vas dire bah non, je vais pas foutre la merde dans mon pays. Zelensky, il est encore vivant que je sache. Bon, je pense que les Russes doivent passer leur journée à essayer de trouver un mec pour le dessouder à distance. Et donc en fait, c'est ça que ça t'apprend quand tu voyages, c'est que tu te rends compte que le point de vue de chacun des pays sur les voisins, bah ils envient souvent le modèle économique, le modèle... Mais en général, les gens ils disent non mais moi je veux juste défendre mon pays, j'aimerais bien juste que mon pays soit mieux. Ils n'ont pas envie de bouger dans un autre pays, ils veulent juste que leur pays soit mieux. Donc souvent ça va être aux dépens des autres. Tiens, j'ai donné un exemple très simple qui est d'actualité du coup. La Palestine. Je suis complètement pour l'indépendance de la Palestine, moi. Mais attention, pour moi la Palestine c'est pas des gentils. Genre je pense sincèrement que si demain il y a un pays libre palestinien au niveau de ses mœurs, de sa morale, de sa vision politique, c'est potentiellement un pays ennemi de la France. Potentiellement même un pays terroriste. J'en sais rien. Le pays n'existe pas. Mais je préfère avoir un pays libre comme ça, tu vois, qui aura en gros gagné sa liberté, plutôt que d'un pays qui va être opprimé par un autre. Donc tu vois, genre j'arrive à être pour un pays qui pourtant pourrait être ennemi potentiel de la France. C'est pas une dissociation, ça, qui est difficile à vivre? Ou c'est que t'es pas assez patriote pour
Non, C'est-à-dire, attends, moi-même, je suis 2 fois patriote. Je peux te jurer que si demain la France et le Maroc vont en guerre, je sais pas ce que je fous. Moi, je me fous dans la Méditerranée entre les deux. Je fais écouter. Moi, je m'installe là, les gars. Je suis sur ce Zodiac. Hein. Voilà. Passez-moi sur le corps. Non, je serais très emmerdé. Est-ce que l'Afrique, on peut considérer que c'est un continent qui a un ensemble civilisationnel? Non. L'Afrique, en gros, il y a un truc qui est vraiment une séparation gigantesque en Afrique, c'est le Sahara. C'est-à-dire que si tu te fous à Tanger, tu plisses les yeux, tu vois l'Europe. Là, c'est un bras de mer, finalement. Alors que par contre, tu te mets au sud du Maroc, face au Sahara, tu plisses les yeux, tu verras jamais Tombouctou. Le Sahara, c'était une barrière infranchissable. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais que quelques caravanes Touareg. Donc ça a fait que l'Afrique noire, du coup, était séparée du reste du monde pendant jusqu'à ce que les Portugais commencent à vraiment arriver et faire du commerce. Enfin, les commerces étaient très sporadiques, quoi. Quand on se dit l'Europe dominait, non, c'est pas l'Europe qui dominait, c'est tout le groupe mondial qui allait de l'Europe jusqu'en Chine, parce qu'en fait, on a été bercé d'échanges H24. On était tous en lien les uns avec les autres. Et tu regardes comme par hasard les zones qui étaient un peu plus en retrait, donc l'Océanie, l'Amérique du Sud, tu vois, qui étaient pas, enfin l'Amérique du Nord aussi d'ailleurs, parce que les Apaches, ils avaient pas des galions. Mais en fait, c'est des gens qui étaient qu'entre eux. Ils n'ont pas bénéficié d'un échange de technologie internationale. T'as quand même pas mal de place, surtout le continent africain au sud du Sahara. Il y a quand même, il y en a du monde. Oui, il y a du monde. Place. Mais alors, c'est qu'aussi, un autre truc, c'est que... Il n'y a pas qu'une civilisation, t'as plusieurs peuples, royaumes. Bien sûr. Mais en fait, il y a aussi autre chose qui... Alors, en fait, c'est multifactoriel, le retard, on va dire, technologique. Hein. J'ai pas envie de dire civilisationnel, parce qu'une civilisation, ça voudrait dire encore d'autres choses. Une civilisation, c'est grosso modo... Quels sont les moyens que tu as en œuvre pour répondre à tes besoins? D'accord? Donc nous, par exemple, en Europe, on avait la saisonnalité. Bon, bah alors en hiver, il caille, on n'a rien à manger, et au printemps, en été, bah là, on peut manger. Bon, bah du coup, quand t'es comme ça, tu te dis, vaut mieux que je mette un peu à gauche pour tenir l'hiver. Imagine, tu vis dans un continent où, ah bah attends, t'as faim? Tiens, prends une mangue. Ah, t'as encore faim 4 mois plus tard? Ah bah tiens, prends une banane. Et puis tu veux des protéines? Il y a pas de souci, regarde, tiens là, il y a des animaux, il y en a plus quoi ça en faire. Aujourd'hui, si je te propose de partir et de faire un trip où tu feras de la chasse, de la cueillette et en plus tu mangeras le fruit de ta chasse. Mais moi je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont payer 5 000 € la semaine ou 10 000 € la semaine pour faire ça. Par contre, si je te propose une semaine, tu vas te péter le dos dans un champ à ramasser du blé toute la journée. Ce que nous on a fait en Europe pendant très longtemps. Mais qui va payer pour faire ça? Personne. Alors du coup, une fois que tu as fabriqué ton champ en Europe, ah bah attends, t'as pas envie que le voisin il vienne te le bouffer. Alors tu vas fabriquer une armée. C'est comme ça que tu as créé ton pays, tu vois. Ça, c'est le début. Et après, le problème, c'est que le voisin, il fait la même chose. Alors toi, ton armée, tu veux qu'elle soit plus forte. Alors tu vas développer des scientifiques, des trucs comme ça, et ainsi de suite. Et donc là, tu as créé des grosses civilisations très fortes. Maintenant, imagine que tu vis dans une espèce de jardin d'Éden. Où déjà, alors les gens ne le savent pas, mais la terre en Afrique, le sol africain, n'est pas de très bonne qualité. Il se désagrège très vite. Genre, c'est Même pas sur un espace qui est aussi grand que tout le continent, on peut avoir une généralité comme ça. Oui, à part dans l'ancienne Rhodésie, que du coup les Anglais ont très bien capté, ce qui maintenant est le Zimbabwe, la Zambie et le Malawi, où là c'est plus fertile, de façon globale, voilà, sédimentairement, je sais pas, faut trouver un mec qui est bien tanké là-dessus, quoi. C'est pas le plateau Bosseron, quoi. C'est pas l'Ukraine, c'est même sol. Mais de toute façon, ils n'en avaient pas l'utilité. Les gens n'étaient pas nombreux. C'était des petits groupes d'êtres humains et ils ne sont pas tombés dans ce que certains appellent le piège de la sédentarité. De grosso modo, tu trouves un endroit qui est très giboyeux, t'as plus besoin de bouger et comme t'es là, bah tu te retrouves à exploiter toutes les richesses que t'as là. Et un jour, il y a plus de richesse, alors du coup, bon bah on va planter, on va créer la richesse nous-mêmes. En Afrique, la richesse, elle était partout. C'était un jardin d'Éden. Donc du coup, c'était un jardin d'Éden dans 2 cas. Soit t'habitais là où il y avait tout. T'avais juste à apprendre, tu vois. Ah, je bute un zèbre, je mange une banane et tout. Soit, t'étais dans un endroit où il y avait de l'or, par exemple. Tu vois, le Mali. L'homme le plus riche de tous les temps, c'était le roi du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali, il a péché par orgueil. Il a fait exactement comme l'Espagne. C'est-à-dire qu'il avait tellement d'or qu'il achetait à tous les pays. Puis un jour, les mines d'or, elles ont chu. Il n'y avait plus d'or, enfin plus assez pour avoir son empire. Du coup, le Mali était pauvre.
Bah, comme l'Espagne qui a raté la révolution industrielle parce qu'au lieu de s'industrialiser, bah, comme ils avaient tout l'or venant des Amériques, bah, ils achetaient à tout le monde. Donc en fait, finalement, cette abondance, cette opulence en Afrique, bah, c'est vrai que quand ils ont commencé à voir des Blancs débarquer avec des fusils, et que les Blancs, ils ont dit, bah, ils sont où vos fusils à vous? Et bah, nous, on n'a pas trop besoin, c'est-à-dire que ça se passait bien ici avant que vous arriviez, les mecs. Donc, Alors, on a eu des armées avant d'avoir des fusils et les Africains, ils ont pas probablement pas attendu qu'il y ait des fusils pour faire la guerre. mais en fait, il y avait très peu de guerres en Afrique. Déjà, en Afrique, le concept de frontière, avant que les Européens n'arrivent, n'était pas du tout comme nous en Europe. Ça, je veux bien le croire. C'est-à-dire que, non, je parle pas des frontières tracées. Je parle même du concept de, en tant que roi, quelles sont les frontières de ton pays. C'est-à-dire qu'en gros, le pays est sédentarisé d'un point de vue d'avoir certains villages, mais il n'y a pas de grandes agricultures. Il y a pas, nous, c'est l'agriculture qui nous a créé notre civilisation à nous, la situation européenne, qui, on va retrouver aussi, bah, la civilisation chinoise est aussi basée sur l'agriculture et tout. Mais dans les pays où t'es pas basé là-dessus, tu t'en fous. La frontière entre deux royaumes, c'est plus une zone d'échange. C'est pas une délimitation stricte de dire, bon, ça c'est chez toi, ça c'est chez moi. Déjà, quand t'étais roi ou quand t'étais chef de peuple. Après, ton peuple, il se balade. Et toi, t'es toujours son chef, tu vois. Genre, t'es pas sujet d'un président, tu vois. Genre, c'est pas indexé à un territoire, Voilà. c'est indexé à une population. Quoi. c'est, voilà, t'es le roi des Peuls. Alors après, les Peuls, bah, ils sont dans toute la bande Sahel, alors ils se baladent. T'es le roi des machins, t'es le roi des... Et du coup, la frontière, les Africains, quand les Blancs sont arrivés, on dit, bon, alors une frontière, maintenant, ça se passe comme ça c'est chez toi, ça c'est chez moi. Ah bon, mais du coup, moi, je veux aller là. Ah bah non. Merde. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas besoin. Mais ils ont créé des technologies, les Africains. Même bien avant les Européens. Au Mali, on a retrouvé des hauts fourneaux à, je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais je crois genre 1500 avant Jésus-Christ. En Europe, c'est arrivé au Moyen-Âge. Donc presque 2000 ans après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils les ont pas gardées, ces technologies? Mais ils en avaient pas besoin. On s'est rendu compte que ils ont eu des technologies, la céramique, tout ça, à des moments divers, la roue, et puis que, quand je dis ils, je parle de tel mec dans le Kalahari, après telle autre civilisation là, genre chaque civilisation parmi les 2000 tribus africaines ont développé des technologies à des moments divers et variés, et certaines sont restées, certaines ont complètement été zappées parce qu'ils disaient, bah non, en fait, j'ai pas besoin de ça. Donc, ta civilisation, c'est faire avec tes moyens comment faire en sorte d'avoir une bonne vie. Ah, les gens ils disaient, mais attends, j'ai une bonne vie là, j'ai pas besoin de plus. Un exemple, tu sais quoi, un exemple assez génial, c'est les Inuits. Les Inuits, on leur a dit, bon, on a quoi? On a de la glace et des peaux de bêtes. Et ils sont pas morts, les mecs. Avec de la glace et des peaux de bêtes, ils ont réussi à créer une civilisation. Ils sont pas morts, ils ont perduré, ils sont reproduits. Nous, on est dans une situation qui est évolutionniste et en compétition. Si ton pays n'évolue pas, en Occident, tu te fais fumer par tes voisins. Et il y a un nom d'ailleurs pour ça, hein. C'est la Ligue de Délos. Je sais pas si tu connais la petite histoire. C'était, voilà. C'est une période historique. Ah oui, bah, c'est les Grecs qui se sont unifiés pour défoncer les Perses. Donc bravo, ils ont fait une ligue. Puis il y avait une petite île qui était là, et à un moment, Athènes leur a dit, au fait, rejoignez la Ligue de Délos. Puis eux, ils ont dit, non, non, nous, ça va, merci. Bon, bah, du coup, les Athéniens, ils avaient beau être très gentils, on disait plutôt, défense des intérêts, bah, ils ont fumé cette petite île. Puis comme ça, tout le monde a dit, bon, bah oui, si, en fait, on va faire comme ils disent eux. En Afrique, il n'y avait pas ça. Et les gens vivaient très bien. Hein. Donc, est-ce que les civilisations se valent? Bien sûr qu'elles se valent. Idéologiquement. Après, est-ce qu'elles sont aussi fortes quand on veut faire la bagarre? Oui, bah non, bien sûr que non. Mais à quel moment tu peux aller voir un vaudou au Bénin, à Abomey? Le mec, il a une religion ultra complexe, avec sa cosmogonie ultra complexe, avec ses dieux et tout ça, ses croyances, ses rituels. Alors, pour connaître les rituels vaudous, tu te fais des nœuds au cerveau. C'est très, très difficile, tu vois. Et lui dire, ouais, mais ça, c'est un peu de la merde. Par rapport à Jésus sur une croix, je veux dire, ton truc, c'est bof. Ah non, enfin... lui, il va te regarder et dire, mais attends, mais t'as un dieu? La vache, il a pas su sauver son fils? Mais c'est pourri, ta civilisation. C'est ça qu'il va te dire, le gars. La Terre, c'est des mondes. T'as le monde africain, t'as le monde hindou, t'as le monde chinois, et c'est passionnant, justement. C'est pour ça que je voyage, c'est parce que j'ai envie de les découvrir, ces mondes, et essayer de comprendre. Et ça marche comment chez vous? Bon, puis je sors de là, bon, en général, j'ai rien compris, mais au moins, j'ai fait des questions. J'ai fait des belles photos pour Instagram, c'est déjà pas mal. Et sur le voyage, aujourd'hui, on est quand même beaucoup
obligé de repenser le voyage à cause du réchauffement climatique, Tout à de fait. l'urgence écologique qui fait que c'est juste pas possible de prendre l'avion autant que on pourrait le souhaiter pour se déplacer parce que ça émet énormément de gaz à effet de serre. Un aller-retour Paris-New York, pour référence, à peu près 2 tonnes de CO2, c'est-à-dire le budget carbone annuel qu'on est censé dépenser chacun, français et sur toute la planète, pour respecter les accords de Paris. Comment est-ce qu'on fait pour voyager dans ces conditions-là, contraintes par l'écologie et l'urgence? Alors, déjà, il y a toujours la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi voyager? Pourquoi aller à Bali? Alors, tu me dis, je veux aller jusqu'à Bali pour découvrir la culture balinaise, tu vois, pour voir les rituels hindous dans ce pays qui est pourtant musulman. Ah bah ok, cool, va à Bali. Par contre, si tu vas à Bali pour aller à Batu Bolong, te défoncer la gueule à pas cher, voilà, et puis bouffer des nasi goreng, bon, je pense que tu peux... Va au resto Voilà. indonésien et tu peux va en réduire boîte après, quoi. Tu peux réduire ton bilan carbone, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui voyagent pour ça, pour un kiff qui, en plus, c'est vraiment un kiff de réseau social. Je pense Ouais. que les réseaux sociaux ont fait énormément de mal là-dessus sur la notion du voyage, tu vois. C'est que dans le sens, il y a plein de gens, en fait, ils s'en foutent de voyager. Ah, tu as les applis de rencontre, t'as tout le monde. Ils disent, ah, moi, j'aime voyager. Mais non, t'aimes pas voyager, t'aimes être en vacances. C'est pas pareil. Moi, ça fait 10 ans que j'en ai pas pris des vacances. Alors, moi, je voyage, à moto. La moto, ça pollue. À un moment, je crois que j'avais fait mon bilan carbone annuel de tout. Puis à la fin, j'étais le tiers d'un Français moyen. Parce que finalement, j'ai pas de possession. Je voyage à moto, c'est lent. Pour remonter toute l'Afrique, j'ai mis 2 ans. Hein, la dernière fois. Donc c'est sûr que tu crames pas beaucoup de... Je crame moins d'essence que juste un mec qui fait ses allers-retours au taf tous les jours, quoi, tu vois. Et juste que moi, au lieu de faire le retour, je fais que l'aller. Donc je fais l'aller, je vais plus loin. Tu vois, pour moi, le voyage, en fait, c'est apprendre. C'est à ça que ça sert. Mon père était grand reporter. Et moi, j'allais pas à l'école. Voilà, c'était, je détestais ça. J'avais 6 ans, à la récré de 10 heures, je sautais déjà la barrière. Donc, au bout d'un moment, mon père, il était en mode, bon, bah, vas-y, je vais l'embarquer avec moi et puis il apprendra des trucs sur la route, quoi. Donc, quand j'avais 5-6 ans, on était en Sierra Leone pendant la guerre. Après, on était au Kosovo pour la guerre, au Libéria pour la guerre. Donc, voilà, on a fait un peu un tour du monde. J'aurais pas voyagé. Je pense que je serais un demeuré. Alors, je pense pas être brillant, mais en tout cas, je connais 2-3 trucs. Ben, c'est ça la différence entre le voyage et les vacances. Tu reviens des vacances, t'es reposé, tu reviens de voyage, en général, t'es épuisé. Et si, quand tu reviens d'un pays, tu sais rien du pays, bah, retourne-y parce que t'as mal voyagé, alors. C'est une super conclusion. Merci pour tout ce que tu nous as raconté, partagé. Écoute. Où est-ce qu'on te retrouve? Eh ben, on me retrouve au bar PMU, au coin de la rue, là-bas, où je continue de donner mes visions sur le monde, hein, voilà, entre 19h30 et 20h, parce qu'après il ferme, c'est un PMU. Et puis voilà. Non, sur Instagram, Capitaine Morgan, sur YouTube, où je vais diffuser une série, du coup, d'une centaine d'épisodes sur mon dernier tour du monde à moto, où j'ai traversé 40 pays pendant 3 ans. Et voilà. C'est la fin de cet entretien, mais rassurez-vous, il y en a d'autres du même calibre et tout aussi intéressants sur notre chaîne. Vous en avez un exemple juste ici. Juste un instant avant de cliquer, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout, pensez à vous abonner. C'est très précieux pour l'algorithme et le soutien à notre chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci pour ça. J'espère vous retrouver très vite. Je vous dis à bientôt sur le crayon.